se faufile entre les berges peuplées d'hommes et de femmes qui s'en inspirent. Le Saint-Laurent. Tantôt golfe, tantôt estuaire, cette grande artère océanique pénètre les terres du Québec, transportant avec elle une vague d'infini au goût de mer. Le voilier Sedna IV est de retour au Canada. Au cours des 3 dernières années, il a parcouru la planète pour témoigner de la beauté et de la fragilité de la nature. Mais ce tour du monde a aussi permis de dresser des constats parfois troublants. Un peu partout, dans les océans ou sur les continents, des espèces peinent à survivre, victimes de la surexploitation sans réserve des ressources naturelles. Les conclusions parfois tragiques de l'équipage retentissent comme des SOS lancés aux 4 vents, que l'écho répète à l'infini dans un silence d'indifférence. Aujourd'hui, au terme de sa dernière grande mission, le Sedna IV retourne à sa source en remontant le golfe du Saint-Laurent pour mieux comprendre et apprécier ses richesses et sa fragilité. Depuis les Grands Lacs, le Saint-Laurent sillonne les terres sur près de 2000 km, ce qui en fait l'un des plus grands fleuves du monde. Le chemin qui marche, comme l'appelaient les Premières Nations, s'alimente de lacs et de rivières qui représentent près du quart des ressources d'eau douce de la planète. Mais c'est quand il devient mer que ses rives s'offrent au regard, comme une succession de tableaux naturels sculptés par le temps. Le Saint-Laurent, c'est aussi l'histoire d'un peuple. On dit même que ses insulaires et ses riverains ont de l'eau salée dans les veines. On y navigue, on y pêche. Il est l'âme de toute une nation d'hommes et de femmes du pays, fiers du patrimoine maritime qui a forgé leur histoire et leur destinée. Ces richesses appellent la vie, sous toutes ses formes. Ces écosystèmes sont complexes et variés, et l'abondance de ces ressources permet l'existence d'une faune diversifiée. On vient de partout pour apprécier la beauté de ces paysages et sa diversité. Jusqu'à 400 000 couples d'oiseaux marins fréquentent ces îles et ces rivages en période de nidification. Avec plus de 230 espèces d'oiseaux, une trentaine d'espèces d'amphibiens et de reptiles et environ 200 espèces de poissons d'eau douce et d'eau salée, le Saint-Laurent abrite une faune d'exception qui profite de l'abondance de ses ressources. Phoques, dauphins et baleines pénètrent ces eaux pour se nourrir, suivant des cycles migratoires millénaires qui assurent leur survie. Les plus grands mammifères de la planète se donnent rendez-vous ici pour profiter de sa productivité exceptionnelle. 13 espèces de baleines fréquentent le Saint-Laurent, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits au monde pour observer nos derniers géants. Le petit rorqual est l'un des premiers à profiter de ce garde-manger naturel au printemps. Pour s'alimenter, il cible principalement des espèces de petits poissons, comme le hareng, le capelan ou le lançon. Les petits rorquals sont abondants et on les retrouve dans tous les océans de la planète, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Autre animal de la planète parmi les plus imposants, le rorqual commun peut atteindre plus de 20 mètres de longueur et peser entre 40 et 80 tonnes.
Rapide, il est surnommé le lévrier des mers, avec des pointes de vitesse qui peuvent atteindre jusqu'à 40 km/h. Il se nourrit de crustacés planctoniques, comme le krill, mais chasse aussi les bancs de petits poissons, comme le hareng, le lançon, le caplan et même le calmar. Chassés dans l'Atlantique Nord jusqu'en 1972, les rorquals communs possèdent encore le statut d'espèce en danger dans plusieurs régions du monde. Personne ne sait avec précision où vont les rorquals communs lorsqu'ils quittent le Saint-Laurent à la fin de l'automne. La quête des routes migratoires de la plupart des espèces de baleines demeure d'ailleurs l'un des plus importants défis pour les scientifiques qui les étudient. Il existe une espèce dont les aires de reproduction sont connues, les rorquals à bosse. Après avoir passé l'hiver au large de la République dominicaine, les baleines à bosse sont de retour en grand nombre dans le Saint-Laurent. Ils reviennent chaque année pour se nourrir de krill et de petits poissons, engouffrant jusqu'à 1500 kg de nourriture par jour. L'espèce connaît une véritable explosion démographique depuis quelques décennies. À la suite de l'instauration d'un moratoire international qui interdit la chasse à la baleine depuis 1986, les populations de rorquals à bosse ont considérablement augmenté. Véritable symbole de la conservation des espèces, plusieurs populations ont récemment été retirées de la liste des espèces menacées. L'espèce est bien connue des excursionnistes et elle fait souvent la joie des observateurs qui apprécient ses comportements spectaculaires. Après une séquence respiratoire en surface, l'animal, qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de longueur et peser plus de 45 tonnes, soulève sa large nageoire caudale, ce qui facilite son identification. La pigmentation de la queue est distincte, comme les empreintes digitales chez les humains. Mais de toutes les grandes baleines, c'est le rorqual bleu qui demeure le plus imposant mammifère de tous les temps. Jusqu'à 150 tonnes de puissance et de grâce. Il mesure plus de 25 mètres de long, mais le plus gros spécimen capturé en Antarctique faisait plus de 33 mètres. À la suite d'une chasse sans répit, on estime que les baleinières du siècle dernier ont décimé près de 99% de ces populations. Malgré le moratoire international qui les protège, les baleines bleues peinent à récupérer. Il ne reste probablement plus que quelques milliers d'individus dans le monde et l'espèce figure toujours sur la liste des espèces menacées. Si le Saint-Laurent constitue l'un des meilleurs sites d'observation de la baleine bleue sur la planète, la population locale se limite à quelques centaines d'individus seulement. Et personne ne sait encore où vont ces baleines lorsqu'elles quittent le secteur à la fin de l'automne. L'équipage du Sedna 4 a décidé de suivre les grandes baleines du Saint-Laurent pour mieux documenter leurs déplacements. Un réseau de scientifiques et d'observateurs recense les mouvements des baleines près des côtes depuis plusieurs années. Mais les observations au large demeurent difficiles et l'utilisation d'un grand voilier océanographique permettra de sillonner des territoires trop souvent inaccessibles aux chercheurs. En collaboration avec l'équipe de Richard Sears, un pionnier dans le domaine de la recherche sur les mammifères marins, le grand voilier sillonnera le golfe du Saint-Laurent à la recherche des rorquals bleus.
La découverte des routes migratoires de cette espèce représente le rêve de toute une vie pour Richard Sears, qui tente de percer ce secret depuis plus de 30 ans. Richard et son complice de longue date, le chef de mission du Sedna 4, Jean Lemire, ont longtemps collaboré aux études comportementales sur les baleines. Aujourd'hui, l'équipage entreprend l'une des plus importantes expéditions océanographiques pour découvrir les routes migratoires des rorquals bleus. C'est du easy going whale watching. Des balises satellites seront déployées sur le dos des animaux pour pouvoir suivre leurs déplacements. Alors, ce que nous, on veut faire avec le Sedna, c'est d'aller le long du chenal laurentien avec des transects en dents de scie pour pouvoir s'amener jusqu'au détroit de Cabot et plus loin pour espérer voir des baleines bleues le long de ce secteur-là. L'idée, c'est de mettre des balises sur des bleus dès la mi-septembre, disons, aussi tard qu'on peut aller, pour espérer voir où ils vont, comment est-ce qu'ils sortent du Saint-Laurent au moins, et puis en espérant que les balises durent assez longtemps pour qu'on ait une idée de où ils pourraient aller plus loin, que ce soit le long de la côte est de l'Amérique du Nord ou même plus loin. Et on sait que les bleus, c'est assez dynamique. On sait qu'il y a des animaux qui peuvent être au large de Nouvelle-Écosse, dans un endroit qu'on appelle le Gully, qui 19 jours plus tard peuvent être dans l'estuaire. Ça, on l'a déjà vu. Mais on a très peu d'informations là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est que quand même, après plus de 30 ans de recherche, on ne connaît toujours pas les routes migratoires quand ils quittent le Saint-Laurent. Ce qu'on connaît, ça va être plutôt basé proche des côtes, et on sait très bien, assez bien ce qui se passe, même je dirais très bien ce qui se passe du niveau de Gaspé jusqu'à Mingan vers Tadoussac. On a une très bonne idée comment les animaux se promènent, plusieurs, que ce soit rorqual commun, rorqual à bosse, rorqual bleu, ainsi de suite. Mais on n'a pas les mouvements une fois qu'ils sont sortis du Saint-Laurent. Cette vaste étude vise à recenser tous les secteurs du Saint-Laurent, en collaboration avec les scientifiques du ministère canadien des Pêches et des Océans. Malheureusement, cette année, les baleines bleues se font plutôt rares. Une bien mauvaise nouvelle pour les scientifiques qui ont déployé tout un arsenal de chercheurs afin de tenter de percer le mystère de leur migration. Là, on sait qu'en ce moment, on a à peu près 8 baleines bleues qui ont été répertoriées par des survols de pêche océan et aussi des transects de bateaux faits par pêche océan. Donc, il y a très peu de bleus relativement à ce qu'il y avait même dans les années 90 dans l'estuaire. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre option pour une baleine. Là. Il y en a d'autres options, mais c'est une qu'on sait qui peut être intéressante parce qu'on a aussi des tracés de balises qui nous montrent qu'ils passent par là. Il y en a quelques-unes qui sont passées à l'intérieur des îles de la Madeleine, mais la plupart passent par ici. Véronique Lesage est scientifique à Pêche et Océan Canada. Elle coordonne le programme de suivi satellitaire pour les rorquals bleus du Saint-Laurent. Depuis 2005, les baleines bleues sont inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition au Canada. Le gouvernement canadien a donc l'obligation légale de les protéger. Le projet vise à mieux comprendre ce que les rorquals bleus font à l'extérieur de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent et en dehors de la période estivale, là où on a les meilleures données. Non, c'est les gars. On connaît beaucoup de choses sur les secteurs qu'ils utilisent pour l'alimentation, mais on ne sait pas encore où est-ce que ces animaux-là passent l'hiver. C'est la période où ils mettent bas, ils donnent naissance à leurs jeunes, qui élèvent leurs jeunes. C'est une période qui est très importante dans leur vie. Et actuellement, on nous demande où est-ce que ça se situe. On dit peut-être au sud, peut-être, on n'est pas capable de le dire. Les nouvelles technologies de positionnement peuvent répondre à ces questions. Mais déployer les balises demeure un défi de taille. La balise elle-même, c'est la partie beige qu'on voit ici, la petite antenne qui permet de transmettre au satellite. Et ce qu'on voit ici, qui est stérile, c'est les ancrages. Ces balises-là, contrairement aux anciens modèles qu'on n'a jamais voulu utiliser, ce sont des balises qui sont faites pour s'ancrer dans la dorsale
des animaux. Donc, c'est comme nos oreilles, c'est du cartilage. Si on manque la cible, la longueur des dards fait en sorte qu'on n'atteindra jamais le muscle sous-jacent. Donc, ça limite les risques d'infection aussi. Ce que ça fait, c'est simplement ça va s'ancrer sous la peau, dans le gras. Le mauvais côté de ça, c'est lorsqu'on manque notre cible, bien, on peut s'attendre à ce que les déploiements durent moins longtemps parce qu'on n'a pas atteint du cartilage qui est plus dur, donc qui offre plus de résistance pour ressortir de l'animal. Les émetteurs satellites, ce que ça nous permet de faire, c'est à cause que les données sont transmises directement aux satellites qui passent au-dessus de notre tête, on peut suivre les animaux peu importe où ils vont sur la planète. Et ça, c'est fantastique. L'équipe de Véronique Lesinge concentre ses efforts de recherche dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, alors que l'équipe dirigée par Richard Sears arpente plutôt le golfe, de la pointe de la péninsule gaspésienne jusqu'au détroit de Cabot, ce corridor d'entrée et de sortie pressenti pour les rorquals bleus. Le voilier a rejoint l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé à 25 km au large de Terre-Neuve. Des concentrations importantes de baleines fréquentent régulièrement ce territoire reconnu pour sa grande productivité. Les bleus, ils sont souvent seuls, mais dans un secteur où il y a de l'alimentation, on pourrait voir chaque 1000 ou 2000 une autre bleue. Il pourrait en avoir une dizaine, voire même une vingtaine dans un secteur. Dans les masses d'eau, comme là ou ici dans le Saint-Laurent, la nourriture n'est pas répartie dans un gros rond, un gros carré ou quelque chose. C'est des sortes de rivières de poissons ou de phosidés dans l'eau qui suivent des rivières de chlorophylle, de plancton, ainsi de suite. Donc, les animaux, ils vont suivre ces choses-là qui sont eux-mêmes affectés par les courants, par les vagues, par les températures de l'eau. Et ça change pendant une année, pendant une saison et d'année en année naturellement. Mais il y a quand même des endroits qui reviennent, qui se sont prouvés comme étant des endroits où on pourrait être assez certain de voir des baleines bleues dans des endroits comme l'estuaire du Saint-Laurent, comme la région Mingan-Anticosti, Pointe de Gaspé. Donc on peut couvrir énormément de milles nautiques dans une journée juste pour trouver là où se trouvent les animaux. Il y a 15 à 20 rorquals à bosse ici. Il y a de l'action, c'est excitant. Cette concentration de rorquals à bosse dans un même secteur confirme la présence de nourriture sous la surface. Quelques petits rorquals et des rorquals communs ont aussi été observés, mais toujours pas de traces des baleines bleues. Pour les rorquals à bosse, les scientifiques utilisent des photos de la partie ventrale de la queue afin de reconnaître chaque baleine. Chacune possède en effet une pigmentation distincte qui permet de différencier les individus entre eux. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il est en retard pour le festin. À 1 heure. Got one. Toutes ces photos iront rejoindre l'important catalogue de photo-identification des rorquals à bosse du Saint-Laurent. One come up just here. Got him. Après quelques heures passées à documenter les activités d'alimentation de ces rorquals à bosse, le Sedna reprend la route déterminée par son protocole de recherche.
Le jour s'achève et le secteur au large des îles Saint-Pierre et Miquelon a été quadrillé, mais sans succès. Toujours aucune trace des baleines bleues. Il est temps de compiler les données de recherche de la journée. L'analyse des photographies permettra de déterminer le nombre précis de baleines à bosse observées dans ce secteur. Ici, on a une baleine que Richard a photographiée en début de journée. Et celle-là, il l'a prise en fin de journée. Il y a une marque qui semble identique. Ici, sur la partie ventrale de sa queue, près du pédoncule. Il y a une certaine ressemblance, mais je pense malgré tout qu'il s'agit d'une baleine différente. J'ai des doutes. Ça, c'est Splish. Oui, ça, c'est Splish, H002. Donc, avec le numéro, on peut voir que c'est dans une des premières qui a été observée probablement par Richard. Oui, non, c'était en 1980, en mi-septembre. Et puis, elle était en compagnie d'un mâle qui est devenu très connu par notre groupe de recherche, Splash, qui malheureusement, lui, a mal fini dans des engins de pêche. À l'échelle mondiale, on estime que près de 1000 baleines, dauphins et marsouins meurent chaque jour, victimes de cordages ou de filets. Le poids des engins de pêche empêche ces mammifères marins de remonter à la surface pour respirer. Près de 300 000 baleines, comme Splash, meurent ainsi noyées chaque année. Splish, elle, continue de visiter le Saint-Laurent depuis 1980. Splish a été vue régulièrement en Saint-Laurent. Elle a été vue aussi cette année en Gaspésie, d'ailleurs. Et elle a eu plusieurs baleineaux qui, eux aussi, sont revenus dans Saint-Laurent. Donc, c'est ces baleineaux qui ont suivi les traces de la mer, donc reviennent aux mêmes zones d'alimentation. Donc, juste par la photo-identification, c'est possible de suivre les différentes générations. Oui, c'est merveilleux parce que le roc à la bosse a l'habitude de lever la queue, en tout cas la plupart. Et sur la surface ventrale de la queue, il y a comme l'empreinte digitale pour nous. Je ne sais pas si eux l'utilisent de la même manière, mais ça nous permet d'avoir des catalogues un peu comme des mockbooks numérisés maintenant de roc à la bosse. Et je pense qu'on est même pas loin de 900 rocs à la bosse répertoriés pour le Saint-Laurent. La population de roc à la bosse va assez bien dans le monde en général. C'est une population qui a bien récupéré. Moi, je dirais qu'elle va très bien partout. Dans chaque hémisphère, les populations de roc à la bosse ont augmenté à des niveaux. Même, ils peuvent être délistés maintenant de la liste des espèces menacées. Les scientifiques ont pu préserver les habitats essentiels des rocs à la bosse, ce qui a favorisé leur rétablissement. Pour bien protéger une espèce, il est important de connaître les routes migratoires qu'elle emprunte et les territoires qu'elle traverse. C'est au large de la République dominicaine que Richard et Jean ont pu partager l'univers sous-marin des baleines à bosse, un privilège pour eux qui les étudient depuis si longtemps. Dans les eaux limpides du banc d'argent, un haut fond protégé par le gouvernement dominicain, les scientifiques accompagnent cette mer et son baleineau. La curiosité réciproque entre deux espèces engendre parfois des situations magiques, des rencontres exceptionnelles qui témoignent de cette relation particulière entre les baleines et les humains. La mer dirige lentement son jeune à proximité des plongeurs. Il a vu le jour il y a quelques mois à peine. Il est en phase d'apprentissage et la mère supervise la rencontre. Avec l'insouciance de la jeunesse, le baleineau fait maintenant cavalier seul. Et il s'aventure de plus en plus près. Trop près. La mère doit rappeler son petit à l'ordre. Avec la grâce d'une ballerine, elle intervient en plaçant son immense nageoire pectorale à quelques mètres à peine des plongeurs.
d'Argent, situé au large de la République dominicaine, est un haut fond protégé depuis 1986. C'est ici que les rorquals à bosse de l'Atlantique Nord-Ouest se regroupent en hiver pour mettre bas et élever les jeunes. C'est aussi ici que les mâles engagent les combats pour les faveurs d'une femelle. Si les scientifiques connaissent bien ce site de reproduction de l'espèce en hiver, ils désirent mieux comprendre les routes empruntées par les baleines lorsqu'elles quittent le secteur pour rejoindre leurs aires d'alimentation plus au nord. De petits émetteurs satellites, fixés sur le dos des animaux à l'aide d'un lance-harpon modifié, permettent maintenant de suivre les déplacements quotidiens des rorquals à bosse. Aujourd'hui, les conditions sont idéales et 5 émetteurs ont pu être déployés avec succès. Les données recueillies permettent aux scientifiques de visualiser de façon précise les mouvements quotidiens des animaux. Ils peuvent ainsi vérifier l'efficacité des mesures de protection mises en place en comparant les mouvements des baleines dans les aires protégées. L'un des émetteurs s'est avéré particulièrement efficace, transmettant des positions pendant 57 jours durant la migration de l'animal vers le nord. Ces précieuses données ont permis de dévoiler avec précision la route migratoire empruntée par l'animal de la République dominicaine jusqu'au large des côtes de Terre-Neuve. Ces résultats contribueront aux efforts soutenus des scientifiques afin de mieux protéger l'espèce. Le Sedna 4 est de retour près des côtes gaspésiennes. Toujours pas de traces des baleines bleues. Mais une vieille connaissance est de retour cette année. Splish, la première baleine à bosse photo-identifiée par Richard Sears en 1980, a rejoint 2 autres animaux connus des scientifiques. Là, ce qu'on essaie, c'est de prendre une biopsie parce qu'on a une étude à long terme sur les acides gras et puis hormonales sur les rorquals à bosse. Donc Splish et l'autre sont biopsiés. Et là, on veut avoir Fleuret qui est presque tout le temps au milieu du groupe. Les premières biopsies qu'on a prises de ces animaux, c'était pour identifier le sexe, mais aussi pour les toxines. Mais là, on a une étude à long terme, donc on reprend des biopsies de ces animaux à travers les années pour voir comment évolue leur biochimie, si on peut dire. Parce qu'on veut voir si les toxines augmentent ou diminuent, mais aussi on regarde l'état hormonal des animaux. Les scientifiques utilisent une arbalète munie d'une fléchette à dard creux pour prélever un échantillon de peau et de gras. L'approche doit se faire en douceur pour ne pas effrayer les animaux. L'échantillon de peau constitue le meilleur moyen pour déterminer le sexe des animaux. L'ADN ainsi prélevé permet aussi d'établir les liens familiaux entre les individus. OK, faut y aller. You got Tu it! l'as eu! Oui, bon tir. Parfait. Did you get Il l'a water eu or ou il a did you touché get la vague? Non, non, il l'a eu. got it, OK, bien. I don't Mais je see ne vois the- pas... Juste là. Yeah, I Oui, know, je l'ai what vu, about mais the je ne vois pas la whales? baleine avec la Where's the dorsale Trump coupée. Russell guy? All right! Super! Nice Beau job. travail. Le bout noir, c'est la peau. Il y a le gras qui pend, qui est blanc. Dans la peau, on va aller chercher l'ADN, donc on va avoir le sexe, la génétique. Puis dans le gras, on va plutôt aller avec les polluants. Donc beaucoup de polluants sont liposolubles, donc on va aller se loger dans les graisses. Donc nous, avec l'échantillon de gras, on est capable de connaître les taux de polluants de l'animal. Le Sedna reprend sa mission encore plus loin au large. Le plus gros animal de tous les temps sait se faire discret.
C'est un jeu de patience. On passe beaucoup plus de temps à observer l'océan plutôt que les baleines. Nous n'avons pas vraiment vu de baleine bleue. C'est l'espèce qu'on cherche. On aimerait vraiment pouvoir en photo-identifier, prendre des biopsies et, si les conditions le permettent, déployer un émetteur satellite. On se croise les doigts. Si l'océan semble bien calme encore aujourd'hui, il en allait probablement fort différemment autrefois. Longtemps épargnés en raison de leur taille et de leur rapidité, près de 350 000 baleines bleues peuplaient les océans du monde avant l'arrivée des bateaux-usines rapides, munis de harpons à tête explosive. Les rorquals bleus ayant été chassés jusqu'au seuil de l'extinction dans presque tous les océans, il n'en reste probablement plus qu'entre 8 000 et 15 000 aujourd'hui, soit une fraction de la population d'origine. Mais de toutes les espèces chassées, c'est la baleine noire qui fut la principale cible des chasseurs, car elle représentait la proie idéale. Plutôt lente et docile, elle préfère les habitats côtiers, ce qui facilitait les approches meurtrières. Très riche en huile, elle flottait lorsqu'elle était harponnée. La population de l'Atlantique Nord a particulièrement souffert, et elle peine toujours à se remettre des abus de nos chasseurs d'hier. On ne compte plus qu'environ 500 baleines noires dans l'Atlantique Nord, ce qui en fait l'une des populations les plus menacées d'extinction. Le trafic maritime et la pêche commerciale demeurent de véritables menaces pour l'espèce, malgré l'implantation de mesures efficaces de contournement des routes maritimes. L'espèce semble utiliser de plus en plus les eaux du golfe du Saint-Laurent en été, et l'augmentation du trafic maritime dans ce secteur pourrait nuire à son rétablissement. Malgré l'imposition d'un moratoire international qui interdit la chasse commerciale, quelques pays poursuivent leurs activités. Le Japon utilise une faille juridique dans la loi pour justifier des campagnes de chasse annuelles sous le couvert de la recherche. Il cible principalement le petit rorqual. Plusieurs scientifiques et organisations environnementales dénoncent cette prétendue chasse scientifique. Le Japon n'a jamais caché son goût pour la viande de cétacés, riche en protéines et en gras, et défend ses exactions au nom d'un certain patrimoine culinaire. Les produits de cette science finissent sur les étals des supermarchés ou sont distribués dans les écoles pour faire la promotion d'une tradition japonaise à défendre. La chasse de subsistance pour les peuples autochtones est autorisée sous certaines conditions strictes. En Indonésie, par exemple, on tolère encore la chasse pourvu qu'elle respecte des méthodes de capture traditionnelles. Mais l'utilisation récente d'embarcations à moteur soulève aujourd'hui des questions légitimes. Quelles sont les limites de la tradition quand les espèces visées sont inscrites sur la triste liste des espèces menacées? Le rorqual bleu, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans le nord Atlantique, c'est pas clair si on a affaire à une seule population ou même à plusieurs populations. C'est une population comme plein d'autres qui ont été chassées intensivement. On s'attendait à ce qu'il y ait peu d'individus. Encore aujourd'hui, on n'a pas d'idée de combien d'individus il s'agit pour cette population-là, mais on parle de quelques centaines. Il y a très peu de jeunes qui ont été observés au fil des années dans le Saint-Laurent. La raison pour ça est encore obscure. À un moment donné, on se disait, est-ce que c'est vraiment un problème de reproduction? D'autre part, les données ailleurs suggèrent que peut-être les animaux sont sevrés avant même qu'on commence à sortir de façon sérieuse, nous, ici, dans l'estuaire ou le nord-ouest du Golfe. Ou que les jeunes qui sont sevrés décident d'aller ailleurs ou rester plus au sud pour une autre raison. Donc, la réponse, on ne l'a pas encore actuellement. On a des projets en cours pour éclaircir la question de la reproduction des rorquals bleus, mais la réponse va venir dans les prochaines années. Malgré des semaines d'efforts de recherche, les scientifiques doivent s'avouer vaincus cette année. En tout cas, pour les bleus, on en a fait, là, de la route. Oui, c'est bizarre de ne pas avoir vu une bleue dans Saint-Laurent, c'est étonnant.
Donc peut-être que c'est juste qu'il y a eu un décalage dans la saison à cause de l'hiver, puis de l'été après ça, très chaud. Ça reste à voir. Il y a quand même des études qui parlent d'une diminution importante du krill là, dans le Saint-Laurent. Alors, ça a probablement un effet, certainement, sur les rorquals bleus. C'est évident que ça va avoir, s'il y a une diminution du krill, qui est leur nourriture principale, ou des euphosides, c'est certain que ça aussi, ça va, ou peut-être même pas aussi, premièrement, ça va avoir un effet sur leur présence ou pas dans le Saint-Laurent. Ils vont juste tout simplement le trouver ailleurs, s'ils ne peuvent pas le trouver ici. Le Saint-Laurent change et évolue en raison de différents facteurs complexes comme les changements climatiques qui transforment les courants et modifient la distribution de la nourriture. Comprendre et prédire les conséquences de ces variations demeure un défi de taille pour la communauté scientifique qui déploie chaque année des efforts considérables pour mieux protéger les espèces. En hiver, la banquise tarde de plus en plus à s'installer, modifiant peut-être certaines habitudes de déplacement. La grande majorité des baleines doit quitter le Saint-Laurent avant l'installation de la glace. Mais où vont-elles? Dans leurs recherches, les scientifiques s'intéressent de plus en plus aux monts sous-marins, ces montagnes imposantes qui s'élèvent vers la surface. L'équipe a mis le cap sur l'archipel des Açores, ces îles portugaises d'origine volcanique situées sur la dorsale médio-atlantique sont d'anciennes montagnes sous-marines. Les monts sous-marins sont souvent décrits comme les oasis des mers. Les courants océaniques profonds glissent le long des parois et des sommets, ramenant les éléments nutritifs vers la surface, ce qui stimule la croissance du plancton à la base de la chaîne alimentaire. La richesse faunique sous-marine des Açores impressionne par sa diversité et son abondance. Richard visite ce secteur chaque printemps. Ses recherches ont permis de démontrer qu'il n'existe pas de lien, ou très peu, entre les baleines bleues du golfe du Saint-Laurent et celles des Açores. Un seul individu, photographié aux Açores en 2014, avait été vu dans le golfe du Saint-Laurent 30 ans auparavant. On a à peu près 325 bleus identifiés pour le nord-est atlantique et donc énormément de photos aussi des Açores, où on a beaucoup de collaborateurs qui prennent des assez bonnes photos qui nous permettent d'appareiller les photos d'une année à l'autre. Et dans ce cas-ci, Johanna, qui travaille ici à Horta, a pris une photo de cette baleine-là en 2002. Et l'animal est revenu en 2010, donc un match assez long. Je pense que c'est le plus long match de bleu ici dans les Açores. Situées au milieu de l'océan Atlantique, ces îles constituent une véritable réserve naturelle pour les mammifères marins. Qu'elles soient résidentes ou migratrices de passage, 27 espèces de cétacés fréquentent le secteur. Parmi ces espèces, le cachalot macrocéphale, la plus imposante des baleines à dents. Les mâles peuvent atteindre plus de 20 mètres de longueur et peser près de 60 tonnes. Chassés jusqu'en 1987 au large des Açores, les cachalots sont aujourd'hui régulièrement observés ici. Les cachalots sont les maîtres incontestés de la plongée en apnée. Les mâles peuvent rester immergés pendant près d'1 heure et demie et atteindre des profondeurs abyssales de 3 km de fond. Ils se nourrissent de calmars et les cicatrices sur la peau de certains grands mâles témoignent de leur combat violent avec des calmars géants, une espèce qui peut mesurer près de 15 mètres de long et peser près de 300 kilos. Les rorquals à bosse sont des visiteurs occasionnels aux Açores. Cette mer et son baleineau ont probablement quitté le secteur des îles du Cap-Vert au large de l'Afrique et font maintenant route vers leur site d'alimentation plus au nord, au large de l'Islande et de la Norvège. Le baleineau accompagnera sa mère pendant la première année de sa vie et parfois même au-delà. La population de rorquals à bosse de l'Atlantique Nord-Est ne semble pas se rétablir aussi rapidement que la population de l'Atlantique Nord-Ouest et son statut demeure préoccupant. Un bon nombre de rorquals bleus sont régulièrement observés chaque printemps.
Certaines photographies indiquent que les Açores pourraient être une escale de choix pour les baleines bleues de l'Atlantique Nord-Ouest durant leur migration vers le nord. Un animal photographié ici a été revu en Islande et un autre proche du Spitsberg en Norvège. L'équipe de recherche tentera de déployer des balises satellites sur des rorquals bleus pour essayer de mieux comprendre les mouvements migratoires de l'espèce dans ce secteur de l'Atlantique. Les rorquals bleus sont au rendez-vous. Leur souffle puissant, visible sur de grandes distances, peuvent s'élever à plus de 6 mètres de hauteur, ce qui permet aux scientifiques de les repérer. Juste ici. Les émetteurs coûtent 3 500 $ chacun. Alors cela ajoute toujours un stress avant de tirer. C'est pourquoi nous voulons avoir les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, c'est probablement parmi les meilleures conditions possibles ici aux Açores. Cet animal semble plutôt calme, il demeure à proximité. Je pense que nous avons de bonnes chances de pouvoir l'approcher et de poser un émetteur. La distance idéale pour tirer, c'est à environ 4 ou 5 mètres de l'animal, pas plus. En ce moment, c'est parfait puisque la baleine sait que nous sommes là et elle s'habitue à notre présence et à nos déplacements. Alors elle ne s'enfuira peut-être pas quand nous tenterons de l'approcher. C'est un animal qui semble bien exposer la partie du corps que nous visons. C'est parfait. On cible la nageoire dorsale ou juste en dessous. Malheureusement, plusieurs balises installées auparavant se sont détachées après 10 jours ou 2 semaines. Ce n'est pas idéal, mais on ne sait jamais d'avance. On aimerait qu'elles tiennent pendant au moins 1 mois pour pouvoir suivre sa migration vers le nord et en apprendre davantage sur ses déplacements. La balise ne tiendra peut-être pas jusqu'en Irlande ou en Islande, mais nous saurons si les baleines bleues migrent le long de la dorsale médio-atlantique ou si elles s'arrêtent près de certains monts sous-marins le long de cette faille. C'est une piste que j'analyse de plus en plus. On pense que les animaux n'utilisent pas seulement les régions côtières, que nous avons toujours considérées comme les zones les plus productives, et on sait que ces régions sont très productives, mais on pense qu'il existe aussi d'autres secteurs que les baleines connaissent et qui nous demeurent inconnus, comme les monts sous-marins loin au large, difficilement accessibles aux humains. Ce qui est probablement une bonne chose. OK, on y va. Quand elle remonte, qu'elle est sur le point de faire surface, vas-y. Il va falloir être beaucoup plus près, c'est trop loin. Bon, elle nage à contre-vent maintenant. Je pense qu'elle accélère. Vas-y! Go! Ah, presque. Quand elle arque le dos pour plonger, on l'approche, puis bang, je tire. C'était tentant, mais elle était un peu trop loin et un peu trop devant de nous. Elle a maintenant peur de nous et se demande ce que nous faisons.
Impossible de tirer cette fois. Non. Bon, la partie achève, je pense. Elle passe de l'autre côté. Trop loin, trop loin. Merde! On l'a perdu. Vite, essaie de récupérer l'émetteur. Je pense qu'il est perdu. J'ai visé trop bas. OK. On l'a, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'était un mauvais tir, mais bon, je pense que je commençais à être impatient. C'était prêt. Ouais, bon. Ça a atteint l'animal, mais ce n'était pas supposé se passer comme ça. J'ai tiré trop bas et l'émetteur a d'abord touché l'eau. Ça l'a empêché de bien s'ancrer. Mais bon, on apprend de ses tentatives. Oui, et au moins on a toujours la balise. La balise n'est pas perdue et elle pourra être réutilisée un jour. Peut-être même dans le golfe du Saint-Laurent. Peut-être même dans le golfe du Saint-Laurent. Comme leurs congénères du Saint-Laurent, les rorquals bleus de l'Atlantique Nord-Est ont encore une fois déjoué les scientifiques. Le mystère des routes migratoires du plus imposant mammifère de la planète demeure donc entier. Après de longs mois d'hiver, le printemps s'installe enfin. La banquise se fragmente, libérant le golfe du Saint-Laurent de son emprise hivernale. Les premières baleines bleues arrivent aux portes du golfe. Elles profitent de la prolifération planctonique printanière pour refaire le plein de nourriture. La glace représente une menace réelle pour les rorquals bleus qui peuvent se faire coincer par les mouvements d'une banquise dérivante. Les rorquals bleus trop téméraires ou inexpérimentés peuvent ainsi mourir noyés, incapables qu'ils sont de remonter en surface pour respirer. Les rorquals à bosse reviennent aussi pour profiter de la richesse du Saint-Laurent, tout comme les rorquals communs et les autres espèces de baleines du Saint-Laurent. Cette année contraste avec la précédente. Les rorquals bleus sont bien présents, tellement nombreux que les scientifiques peuvent choisir leur prochaine cible. Mais il est important de photo-identifier les individus avant l'installation d'un émetteur satellite. Et avec plus de 40 baleines bleues regroupées dans le secteur, rigueur et patience sont de mise. Il faudrait que j'aie les photos parce que cet animal-là, hier, on l'a pas vu. Hein. Une paire a été repérée parmi les nombreuses baleines. Les duos sont souvent plus faciles à approcher et Richard concentrera ses efforts sur ces animaux. Ok, arrêtons-nous ici et attendons. Attendons une dernière fois. Si cet animal-là est trop difficile, on ira... Holy shit. OK. J'allume le moteur.
That was nice. Doucement, il a l'air un peu... Viens un peu par là. Essayons celui-là. Elle ne veut pas montrer la dorsale. Ok, t'es un peu trop près. Approche un peu, approche, juste au cas. Non, pas encore. La prochaine fois. Ok, vas-y. Dans le mille, magnifique. Beau travail, David, beau travail. La première. C'était pas mal. Il est bien situé. Ouais. J'ai pu prendre mon temps et j'ai même pu utiliser la mire. Pour une fois. Une balise a enfin pu être déployée. Les scientifiques pourront donc suivre les déplacements de cet animal. L'information qu'on obtient des balises spécifiques qu'on pose, c'est uniquement la position de l'animal. Il y a d'autres types de balises qui peuvent nous transmettre de l'information sur le comportement de plongée. Par contre, ça vient avec un compromis, une balise qui est plus grosse, qui peut durer moins longtemps aussi. Et étant donné que le défi avec les rorquals bleus, qu'on veut suivre jusque durant l'hiver, c'est que la balise tienne le plus longtemps possible, on doit faire le compromis de laisser aller pour l'instant les données sur le comportement de plongée. La balise va transmettre au satellite à chaque fois que l'animal va s'approcher de la surface. Et c'est pour ça qu'on veut le mettre le plus proche possible sur le dessus de l'animal. Nous, c'est la dorsale. Et donc, à chaque fois que la balise va sortir hors de l'eau, elle va transmettre des signaux. Il peut avoir un satellite qui est en train de passer, comme il peut ne pas en avoir. Donc, on n'a pas toujours des signaux à chaque fois que l'animal fait surface. Et un satellite, par exemple, prend environ 12 minutes à passer au-dessus du secteur ici. Donc, il faut que cet animal-là sorte pendant ces 12 minutes-là. Une baleine bleue peut rester sous l'eau jusqu'à 20 minutes. Donc, c'est pas garanti non plus que lorsqu'il y a un satellite qui va passer, qu'on va nécessairement avoir des signaux. Jusqu'à maintenant, on a posé 25 balises sur les rorquals bleus depuis 2010. Et 24 des 25 ont fonctionné pour un certain temps. Si on souhaite connaître leur route migratoire, on doit espérer que les balises restent bien accrochées et qu'elles transmettent leurs signaux lorsque les animaux quittent le Saint-Laurent. On l'appelle Symphonie. C'est l'une des premières baleines bleues du Saint-Laurent, photo-identifiée par Richard Sears il y a plus de 30 ans. Symphonie nous a offert des données pour 6 mois. Symphonie qui s'est promenée. Donc ici, ce qu'on voit, c'est le tracé de Symphonie uniquement et les couleurs représentent chaque mois. Donc c'est un animal qu'on a tagué dans l'estuaire en novembre et qui a entamé sa migration en novembre et sorti complètement du Golfe pour aller dans cette région aussi. Au nord, on voit ici la profondeur de l'eau. On est dans des eaux de 4 à 5 000 mètres de profondeur, au nord d'une chaîne de montagnes sous-marines. Et là, on voit par le tracé ici, en fait, il y a deux périodes. On a la période de novembre en bleu foncé, décembre. Et ensuite, elle remonte vers la région de la Nouvelle-Écosse. Et là, on perd le signal. On pense que tout est fini, mais on est quand même content. On s'est rendu loin. Mais non, elle va réapparaître 2 semaines après dans le secteur ici, au large du Delaware. Remonte vers la Nouvelle-Écosse encore. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en mars, tout en rouge, elle décide de reprendre le chemin du Golfe. Mais cette année-là, c'est une année où il y a énormément de glace. Et donc, elle décide de rebrousser chemin avant d'entrer dans le Golfe. Et là, elle va aller passer le reste de l'hiver et le printemps jusqu'au début mai, quand on perd son signal,
au nord, encore une fois, de la chaîne de montagnes sous-marine. Est-ce que c'est intéressant parce qu'on sait que quand elle est remontée pour rentrer dans le Saint-Laurent, il y avait beaucoup de glace, évidemment, elle n'est pas rentrée, mais elle est retournée exactement à la même place où elle était allée quand elle a quitté le Saint-Laurent. Donc, si c'est une zone de production, c'est sûr qu'on sait qu'au printemps, ils cherchent de la nourriture. Oui, c'est ça. Et il y a eu l'autre baleine aussi, qui a eu un temps intéressant. Qui a duré 3 mois, celle-là. Donc, on l'a taguée encore une fois dans l'estuaire, celle-là à mi-novembre. Et elle nous a amené, donc sa migration un petit peu plus tard, sort de l'estuaire du Golfe en décembre et va passer au nord, elle, de la chaîne sous-marine, et va passer le mois de janvier dans cette zone-là, qui est très vaste quand même, toujours dans des très grandes profondeurs. Et là, on a perdu son signal fin janvier. C'est quand même une grande première. C'est les premières routes migratoires. Oui, vraiment. Et il y avait eu un seul suivi en 95, un indice que peut-être il pouvait avoir des animaux dans le secteur des Bermudes durant l'hiver. On commence à voir émerger des patrons, mais évidemment, ça va prendre beaucoup plus de travail. C'est quelques individus seulement, évidemment. Donc, avant de comprendre en profondeur ce qui se passe pour cette espèce-là, cette population-là, durant l'hiver, en dehors de la période d'alimentation, on a encore du chemin à faire. On va continuer à mettre des émetteurs. Et oui, c'est un travail acharné, lentement mais sûrement. Évidemment, avec 1 ou 2 balises, même si c'était des femelles, c'est très excitant, mais ça ne nous permet pas de conclure sur ce que la population du Nord-Ouest Atlantique fait en général. Si on veut conserver une espèce comme le rorqual bleu, il faut que les efforts soient beaucoup plus larges qu'un petit secteur, parce que c'est des animaux qui vont tellement loin. Et donc, par exemple, avec les données qu'on a maintenant, on sait que non seulement il faut peut-être arrimer des efforts avec les États-Unis, mais aussi commencer à regarder dans les eaux internationales pour essayer de mieux comprendre l'espèce et les besoins. Mieux connaître pour mieux protéger. Il aura fallu plus de 30 ans d'efforts, de recherche et de passion pour rédiger les premiers chapitres de la Charte de protection et de conservation du plus grand animal de tous les temps. La conservation des milieux naturels et leur biodiversité font face à des enjeux planétaires immenses. Jamais dans l'histoire de la Terre n'a-t-on vu un taux d'extinction des espèces aussi élevé. L'exploitation des ressources naturelles pour répondre à notre besoin insatiable de consommation fragilise l'équilibre entre les espèces et menace la vie sous toutes ses formes. Le Saint-Laurent ne fait pas exception. La fragilité de ces écosystèmes uniques et complexes commande la plus grande prudence. Pendant des siècles, on a chassé les baleines pour éclairer nos chaumières. Avec le temps, l'huile de baleine, cette énergie du passé, a été remplacée par d'autres sources d'énergie fossile non renouvelables. L'humain, même confronté à son triste bilan d'hier, ne semble pas vouloir apprendre des erreurs du passé. La quête et le contrôle de l'or noir ont engendré les plus grands conflits planétaires et chargé l'atmosphère de gaz à effet de serre dévastateurs pour le climat. Sur l'île d'Anticosti, véritable joyau naturel du Saint-Laurent, on fracture aujourd'hui les sols à la recherche d'énergie fossile. Les grandes terres de la vallée du Saint-Laurent sont aussi dans la mire des chercheurs d'or noir et de gaz. Sur le site d'Old Harry, en plein cœur du Saint-Laurent, on soupçonne l'existence d'importantes réserves de pétrole dans les entrailles profondes du grand fleuve. Les scientifiques mettent pourtant en garde les gouvernements sur les conséquences dévastatrices d'un éventuel déversement.
Ici, on est vraiment dans le garde-manger des baleines et s'il arrivait quelque chose avec l'exploration, une fuite de pétrole, c'est prouvé que c'est un des premiers endroits qui va être affecté. Oui, toutes les simulations qui ont été faites par des gens de Memorial University et d'autres ont montré que le pétrole, s'il y a un déversement au niveau d'Old Harry, ça va aller sur les côtes de Terre-Neuve, mais éventuellement, ça va se répandre beaucoup plus loin que ça. Ça va affecter les îles de la Madeleine et des endroits de pêche dans le Saint-Laurent, mais aussi peut-être plus loin en dehors. Mais tout ça, c'est le garde-manger. Avec toutes les différentes choses qu'on fait, la pollution ou le traitement des eaux qui n'est pas fait d'une manière adéquate, le pétrole qui s'annonce, on sait que les belugas ont leurs propres problèmes et peut-être qu'éventuellement les autres espèces de mammifères marins qu'on connaît du Saint-Laurent vont aussi être affectées. C'est l'argent, le big business qui prime et puis l'environnement qui n'a pas de considération. Et on sait très bien que sans un équilibre dans l'environnement, des espèces, incluant nous-mêmes, n'arrivent pas à bien exister. Les risques sont bien réels et les catastrophes du passé viennent alimenter les inquiétudes des scientifiques. Un seul litre d'hydrocarbures pollue 1 million de litres d'eau. La quête toujours grandissante d'énergie fossile constitue l'une des plus grandes menaces pour la survie des espèces, y compris la nôtre. L'exploitation des ressources pétrolières en mer, les sables bitumineux et les nombreux pipelines pour transporter le pétrole et le gaz ont des conséquences inévitables sur l'environnement. La Terre étouffe sous une chaleur nouvelle et la production démesurée de gaz à effet de serre continuera de modifier le climat avec des conséquences dévastatrices déjà ressenties partout sur la planète. Localement, l'augmentation du trafic maritime pour transporter le pétrole nouveau aura des répercussions sur les habitats fragiles des baleines. Les belugas du Saint-Laurent, une espèce résidente menacée de disparition, peinent à survivre dans un environnement de plus en plus perturbé par les activités humaines. Des mesures de protection de l'espèce, adoptées en collaboration avec l'industrie maritime, doivent être mises en place rapidement si nous voulons sauver les belugas du Saint-Laurent. Mais le temps presse. On ne dénombre plus que 900 individus environ. Et les scientifiques observent un déclin de la population depuis quelques années. Le Sedna 4 revient d'un tour du monde au cours duquel l'équipage a pu constater cette urgence d'agir. Partout, des espèces peinent à survivre devant l'exploitation effrénée de nos ressources. Pour le chef de mission, Jean Lemire, un vent de changement s'impose rapidement. C'est drôle de penser que c'est ici que tout a commencé, en fait. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, puis j'étais venu sur cette plage, en fait, pour étudier des oiseaux, des macareux moines. Puis j'étais ici en train de prendre des notes, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, puis c'était Richard Sears, puis il m'a offert de sortir au large, puis on est tombé sur une baleine bleue, juste en passant l'île aux perroquets. Puis ça a comme changé ma vie, je dirais. C'est drôle parce que depuis ce temps-là, on en a fait des trucs, on a fait le tour du monde, on s'est promené, on a essayé de sensibiliser tout le monde. Puis, je pense que plus on s'est promené dans le monde, plus on a réalisé à quel point il y avait du travail à faire. Puis, le seul espoir qui reste, c'est les enfants, c'est les jeunes. C'est pour ça qu'on travaille autant avec les jeunes, c'est essayer d'inculquer les bonnes valeurs dès le départ, en se disant que peut-être qu'un jour, ils vont prendre le pouvoir, puis ils vont changer les choses, mais... c'est comme si on n'avançait pas. C'est comme si... il y a eu des moments extraordinaires, des moments où on avait vraiment l'impression que le public suivait, puis embarquait, puis il croyait, tu sais. Mais, je sais pas.
Devant cette rupture sans cesse grandissante entre l'humain et la nature, il faut peut-être voir et écouter davantage la simple beauté du monde. Le souffle de la baleine bleue s'élève tel un phare. La persévérance des scientifiques devrait nous inspirer et nous servir de modèle dans nos méthodes d'exploitation des ressources de la planète. Préserver la nature dans toute sa beauté et sa fragilité. Arriverons-nous à concilier les impératifs écologiques et économiques? Il le faut. Car dans cette confrontation entre l'humain et la nature, il risque de n'y avoir ni gagnant ni perdant. Et sans changement rapide et essentiel de nos valeurs de conservation, il risque de n'y avoir que des victimes.